Ses domaines d'enseignement et de recherche sont l'accompagnement des adultes en formation, l'évaluation, la didactique générale, l'intégration des outils, dans les situations d'enseignement-apprentissage et accompagnement d'établissement, démarches de projet. Il termine actuellement sa thèse doctorale qui traite de l'accompagnement du processus réflexif au service de la formation professionnelle. Alors, à toi la parole. Merci beaucoup. Et voilà, on aura un moment d'exposé et on va prendre un petit peu de retard, et, bien sûr. Et après, on aura ces questions-réponses. Voilà, merci pour l'accueil. Bonjour à toutes et tous, ceux que je n'ai pas encore vus ce matin. Peut-être avant de démarrer, après cette sympathique introduction, peut-être juste rajouter un truc. Je pensais hier soir, je me disais, c'est bizarre, j'ai pas dit dans mon CV que j'avais été instructeur de conduite automobile. Je me disais, mais est-ce que ça a un rapport? Et en fait, oui, puis je me suis dit, je crois que je vais commencer avec ça. Pendant 10 ans, alors que j'étais encore enseignant primaire, j'ai travaillé le week-end pour avoir un peu de beurre sur les épinards, comme instructeur de conduite au TCS, certaines fois à Fribourg, d'autres fois ici à Studen, sur la piste du TCS. Et puis en fait, par rapport à l'évaluation, c'est un élément qui est très très intéressant. Vous accompagnez des personnes qui conduisent une voiture. Et leur intention, c'est, en arrivant à 60 km/h dans ce virage, de rester sur la route. Quand on lance le morceau de mousse, de ne pas toucher la mousse. Et pour eux, c'est très très intéressant parce que s'ils sortent de la route, il n'y a pas besoin de demander, monsieur, c'était juste. Ils voient que ça n'a pas joué. Quand ils roulent sur une mousse, ils voient qu'ils ont roulé sur une mousse. Sortir de la route, c'est un accident. Rouler sur une mousse, c'est un mort. Et quelque part, c'est assez intéressant de voir que quand on doit accompagner quelqu'un qui apprend à conduire différemment, c'est très très facile de l'accompagner et lui donner des conseils sans se poser comme juge ou sans être trop comme aide, mais vraiment comme accompagnateur, parce que lui, il maîtrise parfaitement les critères et il réussit par lui-même à voir si le critère a été rempli, s'il a répondu aux critères ou pas. Voilà, j'avais envie de commencer par ça parce que je me disais, dans les modalités, on a déjà un élément qui paraît relativement intéressant, c'est de se dire, si je veux pouvoir m'auto-évaluer, et c'était le propos de la conférence d'hier, avec cette posture des fois qui est un peu difficile, avec un regard trop réflexif, et puis quelque part la réflexivité se construit sur l'auto-évaluation, mais si on s'auto-évalue sur des bases qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas, c'est de l'auto-évaluation dans le vide. Donc, il y a cet élément-là que l'on va pouvoir garder en tête durant cette intervention. Je me suis proposé de vous faire une intervention qui va se situer en 3 temps. Une toute petite partie un peu générale, mais je vais la faire le plus court possible, parce que ce n'est pas le propos de ce matin. Et puis ensuite, je vais vous parler de 3 expériences d'évaluation de la pratique dans 3 milieux totalement différents, vous le voyez, une fois les soins, une fois le domaine artistique et une fois un domaine technique. Et en parlant un peu des enjeux et surtout des modalités qui ont été retenues pour répondre à ces différents enjeux, j'espère que ça va nous donner quelques pistes de réflexion sur comment évaluer également la pratique de nos étudiants en formation à l'enseignement. Tout d'abord, comme Marcelo vous l'a dit, je vais vous parler un tout petit peu pour resituer le contexte de l'IFFP. À l'IFFP, on ne forme pas des gens en formation à plein temps, on forme des gens en formation en cours d'emploi. Mon client habituel est mécanicien automobile. Il a travaillé pendant 10 ans comme mécanicien automobile. Et puis un jour, on lui dit, dis donc, tu es vraiment un bon mécanicien, tu ne voudrais pas donner des cours de mécanique à l'école professionnelle. Là, il est très content, il se dit, ah ouais, je vais aller donner des cours à l'école. Et au moment où il arrive, on lui dit, ah oui, mais il y a un petit problème, il faut que tu suives quand même une formation pédagogique. Parce que tu vas aller apprendre un nouveau métier. Donc, ce mécanicien expert redevient enseignant débutant, enseigne la mécanique dans son école 4 jours par semaine et vient 1 jour par semaine ou 2 jours suivant le cursus de formation chez nous sur des cours de pédagogie, didactique, évaluation, communication, etc. C'est donc un parcours où on construit une nouvelle identité pour la personne, avec des parcours ou des cursus un peu différents. C'est quand même important de se rendre compte qu'on a dans notre public
des motivations très différentes. Il y a la personne qui était fière de pouvoir enseigner, mais qui doit se former. Mais quelque part, il est fier de pouvoir enseigner. Et c'est une réussite sociale, une revalorisation sociale que de devenir enseignant. Ça, c'est des gens qui sont très preneurs de la formation. On a un deuxième groupe de personnes qui sont des personnes qui faisaient un métier qu'elles aiment, mais qui ne peuvent plus le faire. J'ai des problèmes de dos, je ne peux plus être maçon, mais je peux enseigner la maçonnerie, mais ce n'est pas mon métier, et ce n'est pas celui que j'aime. Ceux-ci viennent suivre nos cours avec un peu moins d'intérêt. Et puis on a une troisième catégorie pour le faire un peu comme ça à la hache. Une troisième catégorie, c'est typiquement les artistes. Je suis designer, mon rêve, c'est qu'on me compare à Pininfarina, mais pour le moment, pour vivre, il faut que j'enseigne. Parce que je fais de l'art, je fais des photographies, je fais du design, mais ça ne me permet pas de vivre. J'ai quelques petits mandats où je suis musicien et je cachetonne, mais à part ça, il faut quand même que j'ai un revenu fixe pour vivre. Ce revenu fixe va être l'enseignement. Alors déjà, je dois perdre du temps sur mon art à aller enseigner. En plus, je dois perdre du temps sur mon enseignement ou sur mon art pour aller me former. Et pour ces gens-là, c'est une formation qui est un peu plus difficile. Voilà, de manière très, très générale, quelques éléments autour des enjeux de la didactique professionnelle. Quand on le prend de manière très générale, on pourrait dire qu'il y a deux intentions principales dans la didactique professionnelle. La première, c'est de réussir à ajuster les dispositifs de formation aux compétences professionnelles actuelles. On se rend bien compte que les métiers évoluent extrêmement vite. On sait que une bonne partie des métiers qui existent maintenant n'existeront plus dans 5 ou 10 ans. Et on doit former des gens avec des compétences qui vont répondre aux besoins en ressources humaines dans les entreprises, de manière à faire fonctionner la société. On était hier, Anne Leclerc le disait, est-ce que notre client c'est l'étudiant en formation ou est-ce que notre client c'est l'élève qu'il aura dans sa classe? On peut aussi dire est-ce que notre client c'est la société en règle générale. On a ce positionnement où on se rend bien compte que si on a une formation de base, c'est aussi pour répondre à un besoin de développer des gens citoyens, des gens responsables dans la société, des gens qui vont pouvoir être employables ou des gens qui vont pouvoir s'employer eux-mêmes, devenir des entrepreneurs. On a ces deux dimensions comme enjeu principal de la formation professionnelle. Et dans ces deux enjeux, on peut les voir sous deux angles différents. Un premier angle curriculaire qui a été beaucoup étudié, beaucoup creusé. À l'IFFP, les domaines de recherche sont beaucoup là autour. On creuse pour comprendre ce qu'a besoin de savoir-faire un employé de commerce, une employée de commerce. Donc on est axé beaucoup sur les curriculums. On est axé passablement sur la didactique. Quel dispositif je pourrais mettre en place? On est axé relativement peu sur la dimension pédagogique. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un jeune apprenne bien son métier? C'est ce qui fait dire à Philippe Mauban qu'on devrait penser à remplacer de temps en temps l'ingénieur par le pédagogue quand on fait de la didactique professionnelle. C'est vrai que c'est un peu un risque que l'on a. Alors, dans ces dispositifs de formation professionnelle, on a comme en formation d'enseignant beaucoup de dispositifs qui travaillent à l'alternance. On a bien sûr des formations qui se font qu'en école avec quelques stages. On a un gros paquet qui est quand même la formation duale, avec en entreprise et un jour ou un jour et demi par semaine dans les cours. Et puis, ces dispositifs d'alternance posent quand même passablement de questions. On peut en relever quelques-unes ici. Des fois, un manque de cohérence entre la théorie et la pratique. Si on demande, je parle du mécanicien comme ça, parce que ça m'est venu en début de... mais si on demande au mécanicien, à quel moment, à l'enseignant mécanicien, à quel moment tu envoies un mail au patron de tes apprentis pour leur dire, semaine prochaine, on travaille sur la vidange, sur les voitures, vous pourriez regarder au garage un ou deux éléments de vidange, faire 2 ou 3 vidanges à vos étudiants avant qu'ils viennent au cours. Ou vite envoyer un petit message en disant aujourd'hui on a regardé les problèmes de sous-pression et surpression. Si vous envoyez durant la prochaine semaine, vous pourriez un petit peu réinvestir ça avec vos apprentis. Et ça c'est quelque chose, c'est très facile, mais ça se fait extrêmement peu. On a donc relativement peu de cohérence, on voit qu'il y a des belles promesses autour de l'alternance, et puis qu'il y a beaucoup de promesses qui restent un peu des paroles en l'air, et on part du principe que comme on alterne, ça devrait bien finir par fonctionner.
C'est un peu ce qui fait dire à Daniel Dangler qu'on a 3 styles d'alternance avec des alternances qui créent du brouillage. Finalement, on fait des choses totalement différentes entre les cours et la pratique, et on ne s'y retrouve plus. Qui créent du clivage, tu choisis. Écoute pas ce qu'ils disent à l'IFFP, écoute ce qu'on dit dans mon école. Hein. Écoute pas ce qu'ils disent à l'école, écoute ce que je te dis moi, le mécanicien, moi j'ai l'habitude. Hein. Donc on va avoir ce clivage entre les 2 lieux d'alternance, ou alors des alliances dans les cas qui sont réussis. On a également une dimension qui est intéressante en formation professionnelle, mais vous l'avez aussi bien sûr, on l'a aussi en formation d'enseignant, c'est la logique entre logique de production et logique de formation, c'est le réussir ou comprendre de Perriou ou de Mérieux, et là-dedans on se retrouve avec est-ce que je dois réparer la voiture ou est-ce que je dois apprendre à réparer la voiture. Donc on va se retrouver dans un garage avec toujours cette difficulté, et de se dire à quel moment est-ce que je prends du temps pour apprendre, à quel moment est-ce que je mets mon apprentissage de côté pour être productif. On a également une logique qui rentre en concurrence de logiques qui sont celles de l'étude ou du parcours professionnel. Est-ce que j'ai intérêt, maintenant que j'ai compris comment utiliser cette machine, à me former sur d'autres machines pour être un généraliste bien employable, ou est-ce que j'ai intérêt à me perfectionner dans un domaine pour devenir un peu spécialiste et quelque part clairement indispensable à mon patron ou avoir une sorte de promotion. Donc on va avoir dans les parcours des jeunes des choix qui vont être est-ce que je veux plutôt favoriser ma carrière ou plutôt favoriser ma formation. Et ça on le verra dans le 3e exemple dont je parlerai tout à l'heure. On a également une logique de différenciation, bien sûr, hein, puisque si on prend les modèles d'apprentissage, les entrées dans l'apprentissage, d'après-école ou autre, on sait bien que certains vont rentrer par l'expérience, d'autres vont rentrer par l'explicitation, d'autres vont rentrer par une consigne et autres, et tous ces différents éléments, on doit en tenir compte dans les dispositifs d'alternance. Il ne suffit pas de mettre quelqu'un au travail et ensuite de revenir et de travailler sur ce qu'il a fait pour qu'il puisse apprendre. C'est pas si simple que ça. Et enfin, dans pas mal d'écrits, hein, on retrouve un peu partout, dès qu'on est en situation d'alternance et qu'on aimerait pouvoir faire des liens théoriques pratiques, on sent bien que si on les laisse faire seuls, des fois c'est des liens qui sont, soit qui ne se font pas, soit qui sont peu opportuns, et ce besoin d'accompagnement, cette posture d'amis critique, elle revient dans pas mal d'éléments. Enfin, pour terminer cette première partie plus générale, j'aimerais revenir sur qui détient le savoir, qui détient le pouvoir de la connaissance dans une formation en alternance. Et ici, je m'appuie sur les travaux qu'avait fait Madeleine Zulauf sur l'enseignement de la musique. Alors, il faut comprendre ce petit schéma au départ. Le A, c'est l'accompagnateur. Donc, j'ai fait ces schémas pour moi qui accompagne les étudiants dans l'IFFP. Mais on va pouvoir faire le lien tout de suite. Hein. Donc, A, l'accompagnateur de l'institution. PF, la personne en formation, et non pas le praticien formateur, la personne en formation. Et puis M, le mentor qui est lui sur le terrain. Donc là, le M, c'est le PF, c'est les faits, c'est les maîtres de stage, etc. Donc on a sur la gauche la partie institution, sur la droite la partie pratique, si on veut cliver de cette manière-là, avec le petit S qui serait le savoir. Donc dans les écoles normales à l'époque, dans beaucoup de formations encore actuellement en formation professionnelle, les gens se forment en institution, mais c'est l'institution qui détient le savoir, parce que quand même, savoir faire un pansement, ça s'apprend à l'école. Et après, tu iras le mettre en application dans l'hôpital, mais ça s'apprend à l'école. Nous, on est quand même des experts, c'est nous qui savons comment on doit faire. Donc ça, c'est le cas, un peu comme les écoles normales à l'époque, quand on est, nous, l'institution, on vous forme, on vous envoie en stage de temps en temps, mais la discussion, elle se fait avec le formateur de terrain, de l'institution, pas avec le formateur de terrain. On a un autre cas qui se retrouve assez souvent, c'est que on se dit la personne en formation, elle doit construire son savoir et on va l'envoyer, on est dans la partie un peu clivage, on va l'envoyer des fois sur le terrain, des fois en institution, puis on va mettre en discussion, puis la personne, elle se retrouve, personne en formation, elle se retrouve là au milieu, un peu coincée, un peu à devoir choisir son camp, tiraillé en deux couvertures, hein, avec, vous le savez bien, des gens qui disent « Ah ouais, il y a Grunion qui vient de l'IFFP, fait une mise en commun, il aime bien les mises en commun. Hein. » Puis après, une fois qu'il ne sera plus là, on travaillera normalement, parce que
Voilà, donc on est dans ce jeu où on va essayer de répondre à l'un, de répondre à l'autre, et puis la personne en formation qui est tiraillée à l'intérieur. En formation professionnelle, on a aussi souvent, comme les gens sont plus longtemps, plus souvent sur le terrain qu'en institution, on a aussi souvent, ce qui est intéressant et la place du savoir, c'est le garage dans lequel je travaille, et un jour par semaine, je vais me reposer. Parce qu'il faut se lever moins tôt pour aller à l'école par rapport au jour où je vais au garage. Alors je vais me reposer, ou bien je vais tuer le temps, mais quelque part, la connaissance se trouve au garage, et un jour par semaine, je perds du temps. Et puis dans les modèles que l'on a, on sait bien que si on veut avoir quelque chose qui soit un peu plus intéressant, ce n'est pas tellement la personne en formation qui devrait se retrouver tiraillée au centre, mais c'est le savoir lui-même. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait une vidange sur BMW, sur les camions, comment est-ce qu'on le voit de manière théorique, quel lien on peut faire, tout en sachant bien que dans le garage on le fait correctement et en théorie on l'explique correctement, mais c'est des réalités qui sont différentes. Voilà, enfin, de tous ces enjeux, de manière assez générale, mais de tous ces enjeux, on se retrouve avec quelques modalités qui vont être toujours en discussion dans les cours que l'on va donner à l'IFFP, avec à quel moment est-ce que, on est sur les buts, à quel moment est-ce que l'on veut contrôler ou développer une compétence, est-ce qu'on veut développer des connaissances, contrôler des connaissances ou des compétences, c'est un élément qui va arriver très fréquemment. Quels sont les critères, quels sont les référents que l'on utilise pour évaluer? Et ce monde de théorie pratique, enfin, on pourrait dire, si on parle d'institution, une théorie, 20 pratiques, puisque les 20 apprentis ne sont pas dans la même entreprise, mais ils sont toujours dans 20 garages différents. Donc, ce critère, quels sont les critères et les référents qu'on va utiliser? Tout le problème lié à l'industrie ou lié au domaine dans lequel les gens travaillent. Dans l'industrie, on est souvent à évaluer un produit, donc dans la formation des enseignants, les enseignants qui viennent de l'industrie voudront facilement évaluer plutôt un produit, un bon enseignant. Ou est-ce qu'on est plutôt en train d'évaluer une progression? Dans le social, on va être plutôt pour voir des signes de la personne qui progresse, de la personne qui avance. On l'entendait hier aussi, je sens que cette personne n'est pas encore prête, mais ça sera un bon enseignant, donc on va lui donner son permis d'enseigner quelque part, on est là-dedans. Donc, suivant les domaines, on va se retrouver impliqué là-dedans. Et puis enfin, cette dimension de est-ce que j'évalue un genre professionnel, est-ce qu'il est capable de faire le métier, point, est-ce que j'évalue un style professionnel, ça devient un bon mécanicien, ou est-ce que j'évalue quelque part l'éthos du bon mécanicien, où il a un regard éthique sur sa propre action et il est capable de la réguler en fonction de ça. Dans le cours que je donne sur l'évaluation à l'IFFP, on oblige les gens à travailler sur la base d'un portfolio. Et donc sur la base de ce portfolio, on leur demande durant un semestre de tester 5 ou 6 évaluations différentes, avec comme consigne pratiquement qu'une seule croix par ligne, pratiquement qu'une seule croix par colonne. Ça veut dire que quand tu vas tester une évaluation, si tu fais une évaluation du produit de manière certificative, alors la deuxième évaluation, tu vas essayer autre chose. Pas certificatif, pas sur le produit. Pour forcer les gens à découvrir des modes d'évaluation un peu différents. Alors, ça nous donne l'occasion de découvrir, de tester plusieurs modalités d'évaluation, qui sont souvent des révélations parce que les gens qui viennent dans notre école sont issus principalement de la formation professionnelle, donc principalement d'un parcours scolaire qui n'était pas le parcours scolaire dont ils auraient rêvé. On ne va pas dire qu'il n'était pas bon, mais ce n'était pas celui dont ils rêvaient. Ils sont retrouvés souvent dans des classes qui n'étaient pas celles qu'ils voulaient, ils ont fait un apprentissage un peu par dépit, pas tous, mais un peu par dépit. Ils se retrouvent à l'école avec un souvenir de l'école de quelque chose de pénible. L'évaluation, c'est quelque chose de stressant, c'est quelque chose que je n'ai pas aimé, et je vais devoir commencer à le faire. Et c'est pour nous une excellente entrée de leur dire, finalement, est-ce que tu veux faire la même chose que ce que tu as vécu, ou est-ce que tu veux en faire autre chose? Donc les exemples que je vais vous montrer maintenant sont issus, pas tous, mais sont issus de ce cours et ont été ensuite développés, certains pour des travaux de diplôme ou autres.
3 cas, donc les ambulanciers, chaque fois que je parle des ambulanciers, vous verrez le petit symbole, la croix de l'ambulancier pour vous repérer, mais 3 cas, donc les ambulanciers, je vais vous parler de la pose d'une intra-osseuse, je reviens tout de suite dessus, mais on peut lier ça à lorsque vous observez un stagiaire, lorsque vous observez un enseignant, est-ce qu'il est capable de faire un geste précis? Un geste précis, ça peut être est-ce qu'il donne une consigne correcte? Ou est-ce qu'il est capable de faire un exposé parfait, dans les règles de l'art? Est-ce qu'il sait gérer une mise en commun constructiviste? C'est pas évident ça. Donc là, on a un geste précis qu'on aimerait contrôler. Le deuxième, ce sera la conception d'une montre classe sport. Et dans ce cas-là, on est plutôt dans tout ce qui est créer, innover. On est en train de créer un cours, innover en créant une nouvelle séquence didactique ou autre. Donc on est dans cette dimension-là de l'évaluation de notre stagiaire, quand je parlerai de la montre. Et enfin, on parlera de programmation informatique. Et là, on aura la dimension mise en application. On apprend un langage, on met ce langage en application et on est assez proche de est-ce que je suis capable de résoudre une tâche complexe, est-ce que je peux donner, pas créer un cours, mais donner un cours par rapport à ce que j'avais prévu, est-ce que je peux résoudre un problème. Donc, il me semble qu'avec ces 3 exemples, on passe dans pas mal de situations de ce que nous devons évaluer de nos stagiaires enseignants, mais avec les lunettes de la pratique, ce qui nous permet d'aller visiter des choses que l'on n'imaginerait peut-être pas d'habitude. Alors je démarre avec la pose de l'intra-osseuse. La pose de l'intra-osseuse, avant de commencer, c'est important de savoir ce que c'est. Donc si un jour vous êtes blessé et que vous êtes vraiment trop agité, on ne peut pas vous faire une intra-veineuse, on vous fera une intra-osseuse. L'intra-osseuse, on prend une perceuse, puis on vous met une aiguille dans la moelle d'un os. Généralement le tibial, fémur ou l'humérus. Il paraît que c'est moins douloureux qu'une intraveineuse, mais j'ai pas eu envie d'essayer. Ça se fait avec une petite perceuse ou un petit poinçon. Pour les enfants, c'est plutôt la version de gauche, le petit poinçon. Pour les adultes, si là c'est plus dur, c'est plutôt le style petite perceuse. Et c'est ce que l'on appelle un acte délégué, c'est-à-dire que l'ambulancier en lui-même n'a pas le droit de faire ça, sauf s'il suit une formation et qu'il est ensuite certifié par un médecin comme quoi, ok, je te délègue la compétence en cas d'urgence de faire cet acte sur les lieux de l'accident. Alors, le contexte de cette formation, les ambulanciers, ils ont une vie quand même assez spéciale. Ils passent leur vie enfermés dans un local, à attendre un téléphone pour partir en intervention, tout en espérant que le téléphone ne sonne pas, puisque ce n'est pas tellement le but qu'il y ait beaucoup de blessés. Donc, ils sont en attente. Ils sont en attente et ils ont beaucoup de temps à attendre. Et ce temps à attendre, une fois qu'ils ont fini de remettre en place tous les instruments, tout contrôler dans l'ambulance, ils ont du temps de formation. Mais ce temps de formation, ce sera dans les ambulances Roland à Neuchâtel ou dans les ambulances à Vauru, tout près de Bulle, mais on ne va pas être dans une salle de cours, on va pouvoir se former, mais pas sur le même lieu, et puis, bien évidemment, pas sur le même moment, parce que c'est pas sûr que les accidents tombent au même moment sur Neuchâtel que sur Bulle, donc les rencontrer ne serait pas évident. Le formateur qui doit proposer cette formation décide de faire une formation à distance. On va faire une formation à distance dans laquelle vous allez pouvoir apprendre la pose de l'intra-osseuse. Et puis il va devoir certifier le geste. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas la certification finale, c'est la certification pour dire maintenant tu es capable, tu peux aller passer l'examen avec le médecin. Ce n'est pas la certification pour dire tu peux le faire sur moi. Mais quand même. Il doit certifier que la personne a compris et est capable de faire le geste correctement. Alors, certifier un geste à distance, on s'en rend bien compte, c'est pas évident. Alors, le premier élément qui s'est dit, c'est Laurent, je vais leur faire, bon, bien sûr, apprendre, lire, regarder des vidéos, tester, puis ensuite, une fois qu'ils sont prêts, ils vont devoir se filmer, un peu comme je fais maintenant. Donc, ils vont devoir se filmer en entier avec l'os, la perceuse, et puis ils vont expliquer leurs gestes et le faire en même temps. De cette manière-là, moi, évaluateur, je vais recevoir la vidéo, je vais voir que, c'est bien Christophe, il perce bien un os, il utilise la bonne machine, il fait les bons gestes, et il a compris pourquoi il les fait puisqu'il l'explique correctement. Mais à ce moment-là, il se dit, mais c'est un petit peu dommage, parce qu'en fait,
je reçois les vidéos, je leur donne des commentaires, ce serait quand même plus intéressant que eux, ils regardent la vidéo et qu'ils se disent ce qu'ils en pensent. Alors ils commencent à modifier le dispositif. Et puis ils proposent que les gens se filment, s'auto-évaluent d'abord, et puis envoient leur vidéo avec l'auto-évaluation pour que l'enseignant puisse regarder la vidéo, regarder l'auto-évaluation, et comme ça se mettre en position de co-évaluateur et pouvoir commenter et le geste et la manière que la personne a eu de voir son propre geste. Mais voilà, il y a une transformation dans le dispositif qui là n'est pas due à Laurent mais qui est due aux étudiants, c'est que les étudiants, ils se filment, ils s'auto-évaluent, puis ils disent « Ah, c'est pas terrible ». Alors ils font quoi? Ils effacent le film, ils s'entraînent, et ils refont un nouveau film. Ils se regardent. Ah, à tel moment c'était encore pas terrible. Alors ils effacent, ils s'entraînent encore, une fois qu'ils s'entraînent, ils se refilment, et ils envoient la vidéo finale. On se retrouve avec un dispositif où, par l'usage qu'en ont fait les apprenants, on a de l'évaluation formatrice, où le fait de connaître les critères, c'est un peu la sortie de route dont je parlais tout à l'heure, le fait de connaître les critères et de pouvoir s'auto-évaluer sur une vidéo, la force de la vidéo, on en parlait hier matin dans la conférence, sur une vidéo avec les critères connus et compris, ça permet à la personne d'apprendre. Donc, Laurent me disait maintenant je suis un peu inutile parce que je reçois les vidéos, je sais qu'elles sont bonnes. Et finalement, voilà. Dans quel but est-ce que j'évalue? Est-ce que c'est pour sanctionner ou est-ce que c'est pour aider à apprendre? On a donc dans cet exemple ici une logique d'évaluation contrôle qui est partie vers une auto-évaluation, puis métacognition, puis autocontrôle. On voit cette mouvance du dispositif, cette mutation du dispositif vers une évaluation de plus en plus formatrice, qui nous renvoie à certaines questions. Cette idée de Boltanski si on veut que la critique soit capable de m'émanciper, est-ce que c'est moi qui dois savoir si ça va, ou est-ce que c'est toi qui dois savoir si ce que je fais ça va? Et cette part-là, on le voit bien, on sait que si on n'a pas les critères pour regarder l'action, on n'est pas apte à juger sa propre action, mais si on a les critères, par contre, on est beaucoup plus efficace pour pouvoir juger sa propre action. Et puis tout le problème de la temporalité en formation, on voit ici que pour certains étudiants, il aura peut-être fallu 10 essais pour que la vidéo soit bonne, pour que le geste soit bon, et après, est-ce que ça veut dire que leur geste sera moins bon maintenant parce qu'ils ont eu besoin de 10 essais que celui qui a réussi au 3e coup? C'est toujours un élément qui est fort intéressant quand on parle de marche. Le premier chez nous a marché à 10 mois et demi, le deuxième a marché à 15 mois. Est-ce qu'il y en a un qui marche plus vite ou mieux que l'autre maintenant? Mais à l'école, c'est important de bien marcher à telle période. Et ça nous renvoie à qu'est-ce qu'on met comme programme dans les stages. Est-ce qu'il faut absolument que la mise en commun constructiviste ce soit au stage de 2e année, au stage E3 de 2e année, qu'elle soit acquise ou qu'elle soit travaillée? Enfin, il y a des éléments comme ça qui sont intéressants selon moi. Voilà, fin de la première expérience, fin de la pause de l'intra-osseuse. On rentre dans un domaine un peu plus facile. Le design horloger. Alors, vous remarquez que j'ai pris Ebel parce qu'on est quand même à Vienne. Donc, dans le design horloger, ici, on est dans le cadre d'un cours où on veut permettre aux gens de fabriquer une montre classe sport. Et pour créer une montre classe sport, ici, j'ai pris une classe sport, la classique de chez Ebel. À gauche, un truc un peu farfelu, très, très design. Ça pourrait être très Christophe Gremion, enfin je sais pas. Et puis au milieu, quelque part, une conception. Puis le travail de ces étudiants, ça va être d'abord de comprendre c'est quoi une montre classe sport. Donc on peut voir ici chez Armani la différence entre la classique et la sport. On est 2 fois dans des montres classe. Ou chez Breguet, la différence. Ça, c'est un premier élément. Donc, les étudiants doivent être capables de sentir qu'est-ce qui fait que c'est une montre classique ou une montre sport. Deuxième élément qu'ils doivent réussir à se dire, c'est quoi l'ADN d'une marque? Qu'est-ce qui fait qu'en regardant chacune de ces montres,
L'œil averti, bien sûr, hein, moi je ne serais pas capable, mais l'œil averti est capable de dire que c'est chaque fois des tissons. Ou chaque fois des chauffards. Donc on va avoir comme ça, au niveau du métier, on va avoir besoin d'être capable de ressortir des catégories qui font que c'est une montre, quand vous la mettez au poignet, vous avez envie de courir parce qu'elle donne un élément de sport. Quand vous la mettez au poignet, vous savez également que ce n'est pas une montre d'Amigro, c'est une montre de telle et telle marque. Mais en plus, il faut réussir à faire tout ça en intégrant à l'intérieur un mouvement de montre. Hein, parce qu'on ne va pas réinventer des mouvements de montre à chaque modèle de montre. Donc on va dire, pour cette montre, tu prends ce modèle, s'il te plaît, et tu me fais une montre classe sport avec l'ADN de la marque. On se retrouve donc dans ce contexte avec plusieurs intentions dans ce dispositif. J'ai mis en orange les éléments où on peut se dire, là on est quelque part autour de qu'est-ce qui est à peu près objectivable. Qu'est-ce que je peux à peu près mesurer? Est-ce que cette montre ressemble à une montre classe ou bien à une montre plastique? Est-ce que cette montre donne l'impression du sport ou pas? Quand je la vois, est-ce que je pense que c'est plutôt est belle ou j'en sais trop rien? D'ailleurs, une fois la montre, est-ce que la montre elle fonctionne? Donc là, on a une série de critères qui sont relativement objectivables. On arrive à se dire finalement à la fin de cette leçon, ils ont appris quelque chose ou bien pas? Ça, on arrive à le dire. Par contre, dans le reste, un designer, il doit quand même innover. Un designer, il doit quand même faire une montre qui lui ressemble un petit peu, parce que si la Peugeot qui est sortie il y a quelque temps ne nous fait pas penser à Pininfarina se dit, c'est pas du bon job que j'ai fait, parce qu'il faut que les gens voient que c'est une Peugeot. Mais il faut qu'ils pensent à Ferrari, enfin à moi. Hein, il y a quelque chose comme ça. Mais ces éléments-là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus subjectif, beaucoup plus personnel. Ce qui me donnait envie en préparant l'intervention de me dire c'est un petit peu comme si on avait ces discussions qu'on avait avec Julien, ici l'enseignant s'appelle Julien, qu'on avait avec Julien de la Chaux-de-Fonds, où on se disait mais finalement ces 4 premiers points jaunes, c'est un peu le fondamentum, c'est un peu ce qui définit l'artisanat. Un bon artisan devrait être capable de créer une montre comme ça. Un bon artisan designer. Par contre, un bon artiste designer devrait être capable de faire les deux autres. Puis on se rend bien compte que dans ce que l'on demande dans l'enseignement, on parle souvent d'un kit de survie quand vous finissez la HEP, le minimum vital, enfin, il y a quelque chose comme ça. Hein. Est-ce qu'on est plutôt au niveau de ces points orange ou est-ce qu'on est déjà dans ces points noirs? Est-ce qu'on cherche déjà la leçon qui innove? Puis elle innove pour les sciences de l'éducation en général ou elle innove par rapport à ma pratique habituelle? J'ai innové par rapport à ce que je fais d'habitude. Est-ce que ça a autant de valeur? Est-ce que ça a une autre valeur? C'est assez intéressant. Donc le problème qui se pose, hein, quand je crée une montre, est-ce que cette montre elle pourrait être acceptée par le fabricant? Est-ce qu'elle est réaliste, réalisable et à quel prix? Parce que cette montre, franchement, elle se vend sur Internet à 10 francs, celle que vous voyez là. Donc si je pars dans l'idée que je suis en train de faire une ébelle et qu'elle va se vendre à 1800 francs, il y a des chances pour qu'il n'y ait pas grand monde qui décide de l'acheter. Et est-ce qu'on reconnaît le designer? Est-ce qu'on retrouve qui a fait cette montre? Bon, dans ce travail-là, pour Julien, le défi, ça a été de se dire, mais comment je peux évaluer ça? Surtout les points noirs, hein, qui sont plus un peu subjectifs. Et l'idée, ça a été de repartir sur l'évaluation formatrice de Nunziati et de se dire, on va donner du temps aux étudiants pour qu'ils puissent identifier les critères. Plutôt que de commencer, c'est un cours qui dure 2 semaines, ce cours de création de montres. Plutôt que de faire un cours de 2 semaines à créer des montres, on va prendre 2 journées au début pour faire créer les critères. Ça paraît de la perte de temps. Mais finalement, en fin de compte, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus efficace. Ils vont être capables de comprendre les critères, ils vont être plus capables d'y répondre, de les respecter, ou alors de décider de ne pas respecter certains critères et de l'argumenter. Puis là, on tombe dans cette vraie réflexivité qu'on aimerait bien voir, hein, d'être capable de se dire, normalement, j'aurais dû, exemple classique, j'aurais dû faire, j'avais prévu 5 minutes pour cette partie-là, finalement, je n'ai fait 25 parce qu'il y a cet élément qui est arrivé, j'ai pris la décision de ne pas suivre mon intention de départ, de ne pas suivre
mon canevas de cours parce qu'il y avait une occasion à ne pas perdre. Donc on va avoir une pratique comme ça qui est argumentée. Et pour revenir là-dessus, avec ces points jaunes et noirs, fondamentum et sensibilisation, ou art et artistique et artisan, on pourrait dire, j'avais envie de reprendre la phrase de Molini et Vincent qui disent que chaque praticien réflexif a à jouer avec ces deux dimensions. Devenir autonome, mais normaliser par lui-même son action. Il faut que je sois employable. Il faut qu'un horloger ait envie de m'utiliser comme designer. Mais en même temps, il faut que je devienne indépendant. Il faut qu'un directeur d'école ait envie de m'employer comme enseignant. Mais en même temps, je dois me débrouiller par moi-même avec ma propre personnalité. Et on a ce va-et-vient entre les deux qui me semble assez intéressant à mettre en lien entre le domaine artistique et le domaine de l'enseignement. Le questionnement sur lequel j'ai quitté Julien, parce que ça fait une année que je ne l'ai plus revu dans ses classes pour enseigner, mais il était autour de la valeur de la note, bien sûr. Quand on commence à évaluer, à permettre de s'auto-évaluer, à permettre de s'auto-contrôler, est-ce que la note a encore de l'intérêt? Laurent, celui qui pose les intra-osseuses, dirait que non, pas du tout, parce qu'il ne reçoit que des vidéos qui mériteraient un 6. Parce que les gens sont tout à fait conscients, quand il y a un 5,5, il y aurait un petit truc à enlever et ils n'ont pas envie. Ils veulent que leur hausse intra-osseuse soit parfaite. Donc ça ne sert à rien de mettre une note. Ou alors, elle a relativement peu de valeur. Julien, lui, se pose encore cette question, mais justement, où est-ce qu'on met le seuil de suffisance? Est-ce que le seuil de suffisance, c'est pour le bon artisan? Il a fait une montre qui tient la route, bon, je ne l'achèterai pas, mais elle tient la route. C'est bon, c'est 4. Ou c'est 4 parce que c'est bon, on trouve des gens qui l'achèteraient. On est là-dedans, on est aussi dans ce genre de dilemme avec les photographes. C'est une photo de mariage et puis je la vends, ou c'est une photo artistique et je la vends. Mais il y a quand même deux ventes qui sont très très différentes. Voilà, fin du deuxième passage chez les designers. On arrive maintenant chez les informaticiens, ici avec un cas un peu différent. On est dans une école d'informatique et si jamais Christian vous en parlera mieux que moi quand on sera en train de discuter, il est dans la salle. Si Christian. Ici on est en informatique, les gens vont devoir s'approprier un langage informatique, le PHP, et programmer, écrire des pages internet, des pages du code pour faire fonctionner des sites internet. Le but, c'est que les sites internet soient visibles sur plusieurs plateformes, qu'on puisse voir le site sur un écran d'ordinateur, sur un smartphone, sans que les bords soient coupés, sans que les images disparaissent, etc. Voilà un peu le domaine du cours. Et puis dans ce cours, on est en première année, donc normalement les gens commencent à utiliser ce langage, on a des compétences assez basiques, et puis on leur donne une tâche à effectuer dans laquelle ils vont avoir un temps précis pour faire une activité précise. Et là je m'arrête un tout petit peu parce que la phrase en rouge, pour moi qui travaille aussi sur l'intégration des technologies dans l'enseignement, elle me fait sauter en l'air parce que, on le sait bien, tout informaticien travaille avec un ou deux ordinateurs qui sont branchés sur Internet en permanence. Mais à l'école, c'est interdit. On le sait bien, tous, autant qu'on est, quand on fait un calcul, on sort le téléphone, quand on cherche un plan, on sort le téléphone, quand on cherche un truc qu'on a perdu de la mémoire, quand on cherche un numéro de téléphone, on reprend le téléphone. Mais à l'école, c'est interdit. C'est assez intéressant de voir à quel point il y a un clivage qui se fait comme ça. Mais bon, c'est pas le propos du jour, mais quand même. Problème qui se pose dans ce cas-là, je vous laisse découvrir ce mail qui a été échangé entre le directeur de l'école et le patron.
on comprend bien, ce jeune, il développe un intranet, si je me rappelle bien, en PHP dans l'entreprise qui l'emploie. Le patron est content du travail qu'il fait. C'est-à-dire que si on repense aux enjeux de la formation professionnelle, on a un jeune qui est à ce niveau-là, au niveau de la gestion du PHP pour ce que le patron a besoin, qui est employable. Mais qui en même temps se retrouve avec un 2, c'est pas du PHP 2.0 comme le Web 2.0, c'est bien à l'examen du PHP, il a eu une note de 2 sur 6. Donc une note très mauvaise, on est d'accord. Alors ça devient problématique si je suis employable et que je suis capable de faire, mais qu'à l'école, enfin dans le monde de l'école, dans le monde scolaire, à l'examen de PHP, je me retrouve avec un 2. Alors, Christian s'est bien rendu compte de ça et il a commencé, alors c'est relativement peu lisible, mais c'est pour l'exemple. Si jamais vous pouvez revoir la présentation, je vous laisserai le lien, donc vous pourrez la revoir et ce sera plus lisible sur le document que vous aurez. Au départ, la grille d'évaluation qui sert à évaluer la prestation en PHP, on se retrouve avec des éléments très pointus. Est-ce qu'il est capable de structurer le script, de remplir l'entête, mettre le nom, la date, le résumé dans son document? Vous voyez le genre d'éléments. On est dans du micro, complètement décomposé, et puis ça peut être une piste de relecture de ce que l'on a entendu hier, entre les différentes grilles d'évaluation des stages, c'est intéressant. Et puis, Christian me disait, on remarque bien, il y a des étudiants qui font du code qui ne va pas marcher, c'est pas utilisable, mais ils ont une bonne note. Et il y en a d'autres qui créent un site ou du code qui fonctionne bien et qui se retrouvent en échec. Donc Christian a travaillé là-dessus pour modifier la grille, pour partir d'une grille très critériée à une grille qui soit beaucoup plus globale. On est principalement avec Scalon comme référence, la dernière sur l'évaluation des compétences, et de trouver une grille qui permette d'aller plus dire typiquement, est-ce que l'étudiant fait ce qui est demandé sans erreur d'exécution, quelle que soit la manière dont c'est codé. Donc le programme qui a été créé, c'est bon, ça fonctionne. Je voulais voir la page de telle manière et ça me permet de voir la page de telle manière. Donc ça fonctionne. Il a trouvé une solution. Il a innové. Mais quelque part, avec la première grille, l'innovation est un petit peu bannie parce que si j'innove, je ne rentre plus dans les cases qui m'ont été proposées. Tu aurais bien aimé pouvoir transmettre cette grille un peu dans toute l'école et que l'école évalue avec une grille différente, beaucoup plus globale. Mais ça pose une série de questions. Tout d'abord, pour certains, c'est difficile de changer leur pratique. Ça, on est d'accord. Il y a une position relativement froide de la direction. Je pourrais expliquer si jamais pourquoi, mais je n'ai pas tous les éléments ici en tête. Et enfin, il y a soit une résistance au changement, ça peut arriver, on le sait bien, mais surtout une grille globale demande d'être expert pour pouvoir l'utiliser. On en parlait hier quand on disait l'évaluation d'un stage se fait de manière assez globale avec une première question: dans cette classe, je mets mon enfant ou bien pas? Et quelque part, à ce moment-là, parce qu'on a l'œil d'expert, on est capable de dire: ah oui, côté éthique c'est bon, côté apprentissage c'est bon, côté respect de la personne c'est bon, côté entraide, côté questionnement, ouais, c'est intéressant. Là j'ai envie de mettre mon enfant. Mais c'est parce qu'on est expert qu'on peut le faire. Et tous les enseignants dans ces écoles d'informatique en l'occurrence ne sont pas experts de la matière qu'ils doivent donner. Vous savez comment c'est. Christophe, à la rentrée, fait qu'il donne le cours sur le contexte professionnel. Oh, pourquoi moi? Parce qu'il nous manque un enseignant. Ah bon? Et puis finalement, ce n'est pas mon domaine. Je serai plus performant en donnant un cours sur la didactique ou sur l'évaluation, mais on va m'employer dans un autre cours parce qu'il faut bien que la boîte elle fonctionne. Donc le manque de compétences peut être un frein à l'utilisation d'une grille comme celle-ci. On a quand même un nouveau problème dans ce cas-là, c'est que l'étudiant, après le message du patron, la note a été revue, le travail a été recorrigé, il est passé de 2 à 3. L'étudiant il s'est dit: non, mais là il y a un problème. Je suis capable de créer un site, mon site il fonctionne, puis on me met un 3, enfin je reste insuffisant, alors il a quitté l'école. Alors dans cette décision de quitter l'école, on peut se dire: est-ce qu'on est en train d'arriver dans une dérive consumériste?
je choisis l'école dans laquelle je vais parce que quand même il ne faut pas pousser. Ou est-ce qu'on est plutôt dans un choix assumé avec ces nouvelles générations Y, avec des gens qui vont faire leur propre parcours parce que c'est leur nature, c'est leur habitude. Un cours de PHP, si ton cours n'est pas bon, c'est pas grave, il y en a 50 sur Internet. Enfin, 50 en français, parce qu'il y en a encore 5000 en anglais, et puis un cours en PHP, je peux faire. Quelque part, je me rends bien compte, et on sent la dérive depuis un bout de temps, je me rends bien compte que être capable de programmer en PHP et que mon patron me certifie que je programme, ça a bien donc plus de valeur que le papier de l'école qui dit que je suis capable de programmer en PHP. On le voit dans les formations, quand on a école des métiers, formation en école ou formation duale d'automaticien, le patron, il cherche un automaticien plutôt câblage, il va chez Bumotech et il essaie de prendre un apprenti de chez Bumotech plutôt que quelqu'un qui sort de l'école des métiers. Il va être plus facilement employable, mais il a des connaissances moins générales. Hein. C'est un choix. Ça donne également un questionnement à se faire sur la valeur de l'école pour le patron. Nous, on pense souvent, comme formateur d'enseignants, à la valeur de la place de stage dans laquelle on envoie nos étudiants. Est-ce qu'on pense à la valeur que le maître de stage, le formateur du terrain, porte sur notre institution quand des cas comme ceci peuvent arriver? Est-ce qu'il peut arriver qu'on soit en train d'avoir des exigences qui ne soient pas tout à fait en phase avec la nécessité sur le terrain pour un enseignant? Voilà, j'arrive à la fin. En résumé, je reprends 3 points qui reviennent dans ces 3 exemples. Le problème de référentialisation, le problème de l'intention de l'évaluation, est-ce que c'est pour développer, pour contrôler, et la place de la critique et de l'émancipation des personnes. Au niveau de la référentialisation, en formation professionnelle, mais peut-être en formation d'enseignants aussi, on a un problème sur l'actualisation des programmes. Actualisation des programmes à la réalité. Christian me disait, le programme que vous utilisez maintenant date de 2015, la révision précédente datait de 2005. De 2005 à 2015, le programme enseigné en école n'a pas changé. Avant 2005, il n'y avait pas ça, puis après 2015, il y a ça dans toutes les poches. Mais pendant ces 10 ans, rien n'a changé dans le programme. La vitesse d'adaptation du programme, quand on est dans des logiques où, pour adapter le programme, il faut passer par une ORTRA qui va prendre une décision, qui va faire un groupe de travail, qui va se faire une première séance pour dire on attaque le problème de quelle manière, hein, on commence par quoi. Et finalement, on a des dispositifs où, quand une innovation arrive et influence un programme, cette innovation elle est déjà dépassée. Très difficile de faire rentrer la caméra thermique chez les poseurs d'isolation, parce que quand on commence à enseigner la caméra thermique, le modèle que l'on montre, il est déjà bigrement dépassé. C'est fini, on n'utilise plus ça. On a une partie autour de cette conception, donc ouverte ou fermée des référentiels. Est-ce que les référentiels, c'est quelque chose qui est bloqué, qui est béton, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être renégocié? Et puis, on le sent bien, dès que c'est fermé, ça norme, dès que c'est ouvert, ça émancipe. Il y a quelque chose là autour qui est intéressant à creuser. Et puis bon, j'en ai déjà parlé, hein, cette référentialisation perpétuelle éventuellement. Ou, j'aurais même envie de dire, si cette référentialisation des compétences utiles au métier pouvait être faite avec les apprentis, la référentialisation deviendrait un fabuleux outil de formation et de lien entre l'école et l'atelier. Deuxième point qui me semble ressortir des 3 dispositifs présentés ici et des discussions que nous avons eues hier, c'est la dimension est-ce que j'évalue pour développer ou est-ce que j'évalue pour contrôler? Et puis ici, je m'appuie sur les travaux de Michel Vial avec ces 3 éléments. On peut dire que dans les accompagnateurs, je reviens ici aux accompagnateurs de formation d'enseignants. Dans mes collègues accompagnateurs que j'ai pu interviewer, j'ai remarqué 3 tendances. La première, c'est je fais une évaluation formative, puis à la fin du parcours, après les 3 ans ou les 2 ans de formation, je fais une évaluation certificative. Parce que c'est l'institution qui me demande, ça va être comme ça, donc je mets une note à la fin sur un produit qui est une leçon de 45 minutes.
Je suis donc en train de travailler sur une trajectoire avec un but défini. C'est donc une évaluation qui est uniquement basée, enfin qui est colorée principalement par la notion de contrôle. On voit également une série de formateurs qui disent non mais c'est plus intéressant de faire de l'évaluation formatrice, donc c'est important qu'ils recréent les critères. Qu'ils recréent les critères d'un référentiel qui est préétabli, bien sûr. Que je les fasse redécouvrir ce que moi je sais déjà. Hein, on est là-dedans. Et quelque part, on sent bien qu'on va déléguer à l'étudiant le fait de recréer un référentiel qui existe déjà et que je ne veux pas remettre en cause. On est donc toujours dans une trajectoire, on est toujours dans une évaluation qui cherche à contrôler. Et puis le troisième élément, c'est si on est sur une évaluation sur la base d'un système évolutif de référence. On est en train de se dire qu'il n'y a pas une bonne pratique, mais il y a un enjeu auquel on aimerait répondre. Il n'y a pas une bonne pratique, mais il y a une intention que l'on aimerait pouvoir contrôler. Je veux qu'ils aient appris, tout en les respectant. Mais maintenant, que tu enseignes de manière plus transmissive, plus constructiviste, quelle importance. Ou même si tu inventes une nouvelle manière d'enseigner, ou que tu testes quelque chose de différent, on est d'accord. Et enfin, le dernier point, cette dimension émancipation, critique, réflexivité, là c'est Boltanski qui travaille sur précis d'émancipation, qui travaille sur deux dimensions de la réflexivité en disant qu'il y a deux styles de réflexivité, celle qui est de réflexivité par confirmation et réflexivité par critique. Et il fait un joli travail qui est très très proche finalement, plus je réfléchis au concept, plus je me dis, il est très proche de la diapositive précédente entre le contrôle et le développement. Mais on se retrouve avec, si je juge mon action par rapport à une norme, je vais de toute façon diriger mon action vers cette norme et je vais porter un regard critique par rapport à la norme, donc par rapport à ce que je devrais devenir. Et si je porte un regard par critique, c'est que je suis d'accord de me mettre à critiquer, mais dans ce cas-là, il faut que la critique elle puisse être argumentée et partagée, mais je suis capable de critiquer ce qui existe déjà pour pouvoir avancer un petit peu. Il me semble qu'on n'est pas très très loin de ce que l'on cache derrière le terme innover quand on parle d'enseignement également. Avec ces deux formes de réflexivité, il nous dit que d'un côté, vous l'avez compris, on a la quiétude, c'est beaucoup plus simple, de l'autre côté, on a la prise de risque. Quand je viens voir mon étudiant en cours, est-ce qu'il me montre la leçon de maths qu'il a bien préparée et qu'il est sûr d'être capable de donner comme il a envie, ou est-ce qu'il est capable de me dire, Christophe, aujourd'hui j'aimerais que tu contrôles ma gestion de la discipline pendant cette leçon de dessin, parce que ça c'est toujours problématique pour moi. Donc, est-ce qu'il est en train de m'instrumentaliser et de prendre un risque, ou est-ce qu'il veut me montrer qu'il est conforme? On a donc cette dimension, est-ce que je m'engage d'après ce que demande l'institution ou est-ce que je m'engage de manière très personnelle? Et quand on est en train de travailler autour de la professionnalisation, je pense qu'on est tous en train de se dire, on veut des gens qui s'engagent de manière personnelle, qui prennent des décisions, qui font des choix. Et puis cette dimension, abandon, quelque part je rentre dans le moule, je suis, on le voit aussi avec les collaborateurs, on le voit avec des collègues ou autres, tout d'un coup, bon ben voilà, je fais comme ça parce qu'on me demande, puis je ne remets plus tellement en question, ou bien est-ce que je suis encore dans cette phase où j'ai envie de prendre le pouvoir? J'ai envie de prendre le pouvoir parce que je me dis, moi, j'ai le droit, j'ai fini. Pardon, le bébé à pas faire. Voilà. Pour revenir et pour terminer, effectivement, vous l'aurez vu peut-être dans les différentes expériences, le travail sur l'informatique, PHP, on est beaucoup autour de la question du curriculum. Quelles sont les compétences nécessaires? Comment est-ce que je les trie? Comment est-ce que je les mets en valeur? Comment est-ce que j'évalue de manière authentique et de manière située? Dans le cas des ambulanciers, on est beaucoup autour de la didactique. Comment est-ce que je peux proposer un dispositif qui va me permettre de contrôler tout en étant à distance, tout en étant dans des moments asynchrones? Et chez l'horloger, on est beaucoup au niveau pédagogique. Comment est-ce que je vais pouvoir permettre à la personne d'effectuer cette auto-évaluation, cet autocontrôle autour de son travail. Et pour terminer, parce que je me disais, il n'y a peut-être pas assez de questions, pour terminer, quelques questions que je me suis posées au fur et à mesure que je préparais cette intervention. On a cette petite phrase de Dewey avec est-ce que l'école c'est vraiment une organisation sociale?
De plus en plus, je compare les règlements des différentes écoles, puis je me dis, mais ça ressemble beaucoup à des règlements de prison, en fait. Ça, c'est ce que je donne comme message quand je vais parler de l'intégration d'éthique et de l'interdiction d'utiliser certains appareils dans les cours. Cette dimension nouvel esprit du capitalisme, on est très, très en phase avec ce que l'on entend comme discours sur les générations Y qui vont se prendre en main. L'institution n'institue plus et l'institution a de moins en moins de valeur dans la tête du citoyen en général. Les générations Y sont déjà 50% sur la planète. Il y a fort à parier qu'ils soient majoritaires dans quelques temps parce qu'on risque bien nous de partir avant eux. Également quelque chose autour de enseigner, évaluer comme j'ai appris hier ou comme il sera utile demain. Alors on n'est pas les devants, on n'arrive pas à savoir comment est-ce qu'il faudra enseigner demain, mais quelque part on sait que les métiers qui existent maintenant disparaissent, et ils disparaissent très très vite. Et quelles compétences seront nécessaires dans 10 ans ou dans 20 ans, difficile de savoir. Et enfin, puisque je sors du colloque de la IPU où on a travaillé sur les valeurs, derrière ces différentes évaluations, quelles sont les valeurs qui guident le choix des modalités, et je pense que c'est également un axe de réflexion qui est intéressant. Vous ne pouvez pas lire, mais vous aurez le diaporama, bien évidemment. Et puis, si durant la matinée vous avez envie de revoir ou de la prendre, de la télécharger, vous les envoyez en PDF, mais ici vous pouvez l'avoir directement sur Google, vous y avez accès. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.